La diplomatie de défense du Canada a connu sa deuxième turbulence majeure en une semaine. Ottawa a signé un protocole de partenariat stratégique de défense et de sécurité SSGO avec l'Union européenne, une démarche suffisamment audacieuse pour secouer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Le Canada a également signalé qu'il pourrait suspendre le deuxième versement de son contrat de 2022 pour l'achat de 88 avions de chasse F-35A. Les déclarations faites coup sur coup par le Premier ministre Mark Carney et le ministre de la Défense Bill Blair indiquent clairement que l'architecture de défense du Canada, qui reposait depuis 30 ans sur l'axe double NORAD-OTAN, va progressivement se déplacer de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, le Canada peut-il réellement se retirer de l'accord F-35? Nous allons examiner ensemble les détails des derniers développements mondiaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos vidéos pour rester informé de nos contenus. À première vue, le rapprochement de Défense Canada-UE semble être un changement de cadre technique qui inclut Ottawa comme troisième partenaire cofinançant le fonds de subvention et de prêt du Fonds européen de la défense Fed. Cependant, un document paru le 11 juin révèle des gains bien plus concrets au-delà de cette désignation officielle. Le droit de soumettre un contrat global composite pour le programme européen de chars de combat principal MGCS via la coentreprise canadienne Rheinmetall, Krauss, Maffei, Wegmann, l'opportunité de devenir un fournisseur de pods dans le projet de système de combat aérien futur SCAF mené par Airbus et Dassault et l'établissement d'un site d'essai commun pour la ligne de missiles de croisière à longue portée de MBDA, entre autres éléments, ont été listés dans les annexes industrielles de l'accord SSGO. En retour, Bruxelles a obtenu une prélicence d'achat prioritaire de 20 ans pour le gisement de minerai de nickel-cobalt dans la région de Baie-Comeau au Québec. De plus, il a été confirmé que 820 millions d'euros en obligations vertes seront transférés via la Banque européenne d'investissement à une installation de recyclage de batteries au lithium actuellement en construction en Ontario. En d'autres termes, l'accord englobe non seulement une coopération militaire à militaire, mais aussi un échange stratégique global qui inclut des mécanismes de subvention de marché. Cet accord a le potentiel d'éclipser directement le paquet F-35A de 19 milliards de dollars canadiens que le Canada a signé avec les États-Unis en 2022. Le deuxième versement du contrat d'une valeur de 2,88 milliards de dollars, soit environ 15% du montant total, devait être transféré à Lockheed Martin d'ici la fin juillet. De plus, ce paiement provisoire sert de garantie financière pour le centre de révision majeur de l'écosystème de maintenance des moteurs Pratt & Whitney F-135 à établir à Mirabel au Québec. Lorsque le ministre canadien de la Défense Bill Blair a déclaré lors de l'audition de la Commission parlementaire de la Défense le 24 juin, nous ne pouvons pas approuver ce paiement tant que nos contreparties industrielles dans le cadre du SSGO ne sont pas traduites en un plan concret. Il a essentiellement souligné le lien étroit entre deux dossiers majeurs. Ottawa cherche à tirer parti de l'avantage du pourcentage élevé de production nationale qu'il a obtenu avec l'UE pour également obtenir des concessions de Washington. Il est bien connu que l'âge moyen de la flotte de F-18AB dans l'inventaire de l'aviation royale canadienne est de 35 ans et que les pièces de rechange deviennent de plus en plus chères. Si le retard du paquet F-35 repousse la première livraison d'avions à 2030, le coût de prolongation de la durée de vie structurelle des CF-18 augmentera à 3,2 milliards de dollars. Bien que cet élément soit inclus dans le budget du ministère de la Défense, il reste un fardeau supplémentaire. En revanche, les conditions de financement proposées par Bruxelles via le canal de subvention du Fed pour les projets MGCS et SCAF offrent aux fournisseurs canadiens une garantie de 0,65 en retour de commande pour chaque euro dépensé. En d'autres termes, si Ottawa examine attentivement la formule, il pense pouvoir rediriger une partie des fonds alloués au paquet d'avions américains vers des consortiums européens pour obtenir un multiplicateur de localisation plus élevé. L'attrait commercial démasqué réside précisément ici. La contre-mesure de Washington est de jouer la carte de la chaîne d'approvisionnement.
Le Canada génère en moyenne 450 millions de dollars de revenus d'exportation nette annuellement en produisant des modules tels que des panneaux de fuselage composites des composants de trains d'atterrissage et des écrans LED de cockpit pour le programme F-35. La suspension du contrat pourrait entraîner le transfert de cette commande à l'installation de Cameri en Italie ou à la ligne de Williamtown en Australie dans le cadre du tableau ICO Industrial and Commercial Offset. Dans ce cas, les producteurs nationaux canadiens seraient-ils confrontés à une baisse à court terme des commandes, malgré la possibilité de recevoir des subventions et des prêts des fonds de l'UE. C'est précisément pourquoi l'administration d'Ottawa évite le mot annulation et met plutôt l'accent sur la renégociation à la table. En termes de géopolitique, le véritable point de rupture pour le Canada est de minimiser sa dépendance à une source unique. La décision de l'administration Trump d'augmenter les tarifs sur l'acier et l'aluminium à 50% a provoqué des bouleversements qui ont touché des milliers de travailleurs en Ontario. Aujourd'hui, le cabinet Carney met en œuvre une deuxième stratégie avec l'UE pour éviter un risque similaire de coercition économique dans les acquisitions de défense. L'Union européenne a également perçu une opportunité à ce stade. Alors que des projets tels que MGCS Escaf et Eurodrone sont toujours à la recherche de partenaires larges pour partager les coûts, la participation du Canada allège le fardeau budgétaire et en retour assure le flux de minéraux critiques depuis l'Amérique du Nord. L'équation stratégique est tout à fait symétrique. Quant aux réflexes diplomatiques de Washington, les déclarations officielles des porte-paroles du Pentagone mentionnent le droit des Alliés à diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Cependant, la Defense Logistics Agency DLA adopte un ton différent en coulisses, en particulier dans le paquet de mise à niveau Bloc 4 du F-35 des sous-traitants canadiens tels que CAE Magellan et Héroux Deftech ont des quotas de production pour les jeux de câbles, les blocs de vannes, de trains d'atterrissage et les simulateurs de vol réservés jusqu'à la fin de 2027. Si le report de paiement d'Ottawa est prolongé, ces contrats risquent d'être remis automatiquement en appel d'offres. En d'autres termes, si le Canada ne clarifie pas sa décision dans l'année, il risque de perdre sa part de production. C'est le dilemme auquel est confronté le cabinet Carney, ouvrir la porte à l'Europe sans perdre le flux actuel de commandes des États-Unis. Il est également nécessaire d'examiner les répercussions au sein de l'OTAN. Le Canada alloue 38 milliards de dollars canadiens à la modernisation du NORAD, mettant à jour le réseau d'alerte précoce de l'Arctique avec les États-Unis. Ce projet se poursuivra même si le paquet F-35 est annulé. Cependant, un engagement plus profond dans les projets européens de chars de missiles et de drones ancrera de manière permanente Ottawa dans la chaîne d'approvisionnement de la défense européenne. Washington ne dira pas « Si vous gardez le radar polaire et l'alerte précoce des bombardiers, vous pouvez changer le paquet d'avions ». Au contraire, il soulignera l'importance du F-35 dans la division du travail en disant « Vous assurez la couverture aérienne, je ferai les capteurs au sol ». Par conséquent, à mesure que le Canada se rapproche de l'UE, il pourrait être contraint d'élargir ses engagements envers le NORAD. Cela signifie une contrainte supplémentaire sur le budget de la défense. Le Canada avait prévu de faire la première livraison en 2026 et de rendre l'ensemble de la flotte opérationnelle d'ici 2032. Si la commande est maintenant reportée, elle se déplacera vers les créneaux en attente en Allemagne et en Suisse. Le pays remplaçant Ottawa remplirait le calendrier de production. Le Canada passerait alors à la date de livraison la plus proche possible en 2034. Cela prolongerait la durée de vie de la flotte de F-18 d'au moins 4 ans, augmentant le coût du SLM gestion de la vie structurelle de 3,2 milliards de dollars à plus de 4 milliards de dollars. Pendant ce temps, la présentation du SSGO de l'UE, qui projette des commandes annuelles de 850 à 900 millions de dollars pour les projets MGCS et ESCAF après 2030, met précisément ces chiffres sur la table. Investissez la moitié de ce que vous paieriez Lockheed avec nous et nous vous assurerons une production nationale plus élevée. Alors que la trésorerie deviendra plus complexe à court et moyen terme, une augmentation de la part nationale à long terme pourrait réduire les sorties de devises du budget public canadien. La question cruciale est de savoir si Ottawa appuiera réellement sur le bouton d'annulation ou retardera le paiement de juillet et l'utilisera comme une carte de dissuasion.
La déclaration de Blair est que l'approbation pourrait intervenir en juillet, mais qu'elle sera suspendue si le tableau de contre-production du Fed n'est pas clarifié. Cela signifie que les sous-contrats assignés avec l'UE d'ici fin juin joueront un rôle clé. L'appel d'offres d'Airbus pour l'intégration du fuselage de l'Eurodrone se terminera à la mi-juillet et l'appel pour le paquet de capteurs de missiles de croisière de MBDA se terminera début août. Si les entreprises canadiennes obtiennent des parts satisfaisantes ici, Ottawa pourrait effectuer le paiement du F-35 pour l'instant. Sinon, un délai pourrait être envisagé. D'un point de vue géostratégique, il y a aussi l'argument selon lequel le virage du Canada vers l'Europe alourdit la tâche des États-Unis en matière de dissuasion de la Chine. Le module EPU, Integrated Picture of Tactical Universe du F-35, ouvre la porte à un partage de renseignements plus large dans le Pacifique. Si le Canada n'achète pas l'avion, la capacité du réseau conjoint de renseignement des Five Eyes à partager les données collectées depuis les airs, en temps réel, sera compromise. Le commandement du Pacifique de la marine américaine cherchera donc à persuader Ottawa. L'administration Carney, cependant, considère le F-35 comme facultatif afin de réduire l'engagement militaire direct avec la Chine et recherche la sécurité économique en se tournant vers les investisseurs européens. Pendant 50 ans, l'écosystème de défense nord-américain a assigné au Canada le rôle de sous-traitant avec un marché sécurisé. Ottawa semble maintenant avoir une opportunité historique de transformer ce rôle. Toutes ces variables, les incitations financières de l'UE, la carte des minéraux critiques, les tensions croissantes avec les États-Unis sur les tarifs douaniers et le cycle de modernisation coûteux du F-35 rendent la stratégie d'assurance à deux portes de Carney raisonnable. Cependant, la prime d'assurance est élevée. Suspendre le F-35 pourrait signifier des milliards en paiement SLM des dollars supplémentaires pour la modernisation du NORAD et un refroidissement diplomatique avec Washington. D'un autre côté, si des géants européens comme Airbus, Rheinmetall et MBDA garantissent un contenu industriel à long terme au Canada, le risque politique pourrait valoir la peine d'être pris. En conclusion, la fin juillet est une date critique. Si le deuxième versement est effectué, le programme F-35 restera sur la bonne voie, le partenariat avec l'UE assumant un rôle de soutien. Si le paiement est retardé, Lockheed Martin révisera son calendrier de production et le centre de maintenance des moteurs prévu à Mirabel pourrait être déplacé à Camery. L'industrie canadienne sera secouée par des pertes de commandes à court terme, mais espère une compensation du fonds EDF à moyen et long terme. La partie qui l'emportera ne sera pas déterminée à Ottawa, mais par les contre-propositions de Bruxelles et de Washington. Le gouvernement Carney a fait une déclaration claire. Nous n'allons pas lier les acquisitions de défense à une source unique. La Maison-Blanche, en revanche, a lancé un avertissement clair. La diversification est bonne, mais si vous perdez les données CGI, les quotas de maintenance des moteurs et les revenus des simulateurs F-35, vous serez perdant au final. La majorité du public canadien reste calme. Bien que les sondages n'indiquent pas un fort soutien à l'annulation du F-35, ils montrent une ouverture aux solutions alternatives si l'équilibre des avantages industriels est solide. L'opposition parlementaire est divisée en deux. Le Parti conservateur affirme qu'une perte de confiance envers les États-Unis est dangereuse, tandis que les nouveaux démocrates soutiennent que le partage de la production avec l'Europe créera des emplois. La direction de ce vent sera déterminée par les appels d'offres d'Airbus à la mi-juillet et le calendrier de paiement de Lockheed à la fin juillet. Ottawa détermine pour la première fois avec une telle négociation ouverte où il va ancrer le pendule de la défense, oscillant entre les deux côtés de l'Atlantique. La ligne de défense Canada-États-Unis, considérée comme un couloir unique pendant un demi-siècle, pourrait s'étendre irréversiblement dans un délai de 40 jours. Avec Bruxelles détenant le nickel-cobalt-Ottawa, détenant les cartes des minéraux critiques, et Washington détenant la chaîne F-35, la partie qui prendra le dessus à la fin des réunions du cabinet de juillet ouvrira un nouveau chapitre dans l'architecture de sécurité nord-américaine où scellera l'ancien avec un épais ruban diplomatique. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires.
Pour rester informé des nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications.